Bonjour à tous, on va pouvoir démarrer, les retardataires nous rejoindront. Euh, Première petite règle, s'il vous plaît, pensez bien à couper votre micro afin qu'il n'y ait pas de bruit de fond global. Euh, Bienvenue à tous donc, à ce nouveau web café consacré aujourd'hui au manifeste pour une industrie éco-responsable. Laurent Manac, le directeur général du pôle MC2, va vous en parler pendant à peu près un quart d'heure. Et l'idée, c'est qu'on puisse échanger collectivement dans la deuxième partie. Vous avez un petit chat en bas, il y a la petite bulle, donc n'hésitez pas à réagir. On pourra aussi vous donner la parole, il vous suffira de réactiver votre micro. Là, j'en vois beaucoup qui n'ont pas coupé leur micro, donc merci de bien procéder au mode mute via le petit onglet aussi en bas du micro. Et je vais tout de suite donner la parole à Laurent Manac. Très bien, ben, bonjour à tous. Donc Laurent Manac, je suis le directeur du pôle. Je suis ravi d'être là pour donc ce 15e Web Café, donc cette série d'événements vidéo qu'on a lancé avec le début du confinement. J'avais fait le premier Web Café sur crise ou opportunité. C'était le thème du premier Web Café. L'idée étant à l'époque de se poser la question de cette crise pour pouvoir en déceler des opportunités. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce manifeste pour une industrie éco-responsable. Alors, qui peut être une opportunité, mais c'est l'avenir qui nous le dira. Ce qui m'a amené à rédiger ce manifeste, c'est la foultitude en fait de prises de position depuis le début du confinement sur ce qu'on appelle le monde d'après. Donc le monde d'après qui ne sera pas comme le monde d'avant, le monde d'après qui va nous permettre d'apprendre de nos leçons, le monde d'après qui sera évidemment bien mieux que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Quand on lit un petit peu la presse, notamment la presse économique, c'est parti dans tous les sens, que ça soit sur les méthodes de travail, par exemple le télétravail, que ça soit sur la partie environnementale, que ça soit aussi sur la souveraineté qui est un terme qu'on n'a jamais autant entendu depuis le début de la crise, souveraineté, donc qui veut dire qu'on n'est pas capable de produire chez nous ce dont on a besoin. Et donc, comme je le disais, je ne sais pas exactement la direction que prenaient toutes ces suggestions, toutes ces prises de position. On en a vu des beaucoup plus radicales aussi hein, sur la durée du travail, pour prendre juste cet exemple. Mais il y a en tout cas un constat qui est sûr et certain, c'est que l'industrie manufacturière a été particulièrement touchée pendant ces 3 mois et encore plus précisément l'industrie aéronautique, donc qui a pris un mur alors que, disons qu'au mois de janvier, au mois de février, les carnets de commandes étaient pleins, il n'y avait aucun doute sur, je dirais, le développement de cette filière et sur, je dirais, les emplois que ça pouvait amener sur notre territoire. Aujourd'hui, on constate que cette locomotive industrielle, cette locomotive de l'emploi, cette locomotive technologique connaît des ratés sur notre territoire. Alors bien sûr, Pays de la Loire, il va sans dire que ça se passe exactement de la même manière au niveau national sur les autres régions qui émergent de l'industrie aéronautique et également à travers le monde. Hein. J'ai eu des échanges notamment avec Boeing qui eux, sortaient de leur crise, enfin qui d'ailleurs n'en sont pas complètement sortis de la crise du 737. Et donc, on a une crise majeure. Et donc, j'ai voulu, à un moment donné, éviter de mélanger les genres et éviter de faire que la crise industrielle qu'on connaît actuellement dans l'aéronautique se transforme en crise, je dirais, de conscience sur ce qu'est, je dirais, l'industrie, sur ce que tous nos moyens de transport coûtent à la planète, etc.
Et donc, j'ai voulu, à travers ce manifeste pour une industrie éco-responsable, poser sur le papier des éléments dont je ne pense pas qu'ils soient très innovants ou très novateurs, parce que je vais les passer en revue et vous verrez que tout ça, enfin, vous en avez déjà entendu parler, ça va évidemment vous parler, mais ce que me paraissait important, c'était de dire que dans le monde d'après, on ne pourra pas poursuivre le développement sans tenir compte de l'ensemble de ces éléments. Alors une fois que j'ai dit ça, je vais préciser quand même que cette industrie éco-responsable, hein, comme on a décidé d'appeler ça, c'était le sujet de fond du projet, du nouveau projet du pôle de compétitivité EMC2. Pour peut-être juste revenir sur ce point, on a changé de président au mois de décembre dernier pour des raisons extérieures à celle au pôle de compétitivité. Et donc notre nouveau président, qui est François Pénaud, qui se trouve être le directeur de l'usine Airbus de Nantes, a décidé de proposer à la région de poursuivre un développement de notre écosystème industriel sur cette base de l'éco-responsabilité. Donc, j'ai envie de dire que l'opportunité pour nous de cette crise, ça a été une accélération dans la formalisation de notre projet. Et aujourd'hui, on en est à un point où nous voulons structurer l'action, le plan d'action, le plan de développement du pôle de compétitivité de son écosystème autour de ces notions d'éco-responsabilité. Alors, si je rentre un petit peu dans le détail, et je vais passer au slide suivant, il y a 5 axes clés dans cette vision d'une industrie éco-responsable. Alors, j'ai pas beaucoup innové dans la mesure où je suis allé chercher notamment ce qu'on retrouve dans la RSE, et j'ai pris un certain nombre de définitions de la RSE qui sont soit celles qu'on trouve en France, soit celles qu'on trouve à des niveaux européens, et j'ai pu regarder un certain nombre de normes également. Donc tout ça pour dire que j'ai pas souhaité réinventer des concepts, hein, mais bien lister un certain nombre de concepts. Le premier, c'est celui d'une industrie sobre et écologiquement respectueuse qui va répondre aux enjeux environnementaux. Voilà. Donc je dirais que la première des caractéristiques de notre manifeste, hein, c'est qu'il va s'attacher par des actions à répondre aux enjeux auxquels nous allons tous faire face. Au titre de ces enjeux, le premier, c'est évidemment l'environnement. Alors l'environnement, on va le prendre en compte dans la définition des produits, des usages, des services, des nouveaux services, bon, les mobilités alternatives, le transport doux, pour prendre un exemple. Mais en ce qui nous concerne dans la partie industrielle, on va beaucoup travailler sur les processus de production qui devront être évidemment plus économes en ressources, des processus qui vont être plus propres. On va bien évidemment travailler sur les aspects d'analyse de cycle de vie pour intégrer les biomatériaux, la recyclabilité et la gestion des déchets. Donc ça, c'est important dans un territoire comme le nôtre, puisque nous avons une forme de leadership sur le domaine des composites, et qu'aujourd'hui, la recyclabilité des composites n'est pas complètement avérée. Et puis, évidemment, des travaux sur des nouvelles solutions énergétiques, hein, comme par exemple l'hydrogène, ou encore, on a cité les films voltaïques organiques, puisque nous avons des producteurs de ce type de solutions dans notre région avec la société Armor. Sur ce premier axe de l'environnement, une partie importante liée à l'écologie industrielle, et donc comment on va pouvoir intégrer ces préoccupations dans grand nombre de formations, comment on peut identifier au sein même des entreprises des référents qui seront en charge du suivi des actions liées à la réduction des nuisances ou des émissions. Voilà, donc ça c'est le premier sujet, c'est l'environnement. Il faut que la manière de produire demain
ainsi que les produits de demain puissent nous aider à répondre à ces problématiques-là. Le deuxième axe, c'est l'humain. Donc, une industrie qui va positionner l'humain au cœur de ses préoccupations pour répondre aux enjeux sanitaires et sociétaux. Le travail sur l'humain est un travail le travail sur l'humain au cœur de l'industrie, c'est un travail que le pôle EMC2 mène depuis plusieurs années maintenant. Là, clairement, on voit que l'impact de la crise sanitaire qu'on a vécue peut engendrer d'autres types de réflexions, que ce soit sur les formes de travail, sur la différenciation entre les cols bleus et les cols blancs, sur l'usage de nouvelles méthodes, enfin de nouvelles technologies permettant justement de favoriser le télétravail, pour prendre cet exemple-là. Évidemment, ces nouvelles technologies doivent aussi faire l'objet de formations adaptées. Voilà. Je pense que il ne faut pas perdre de vue l'attractivité de nos métiers industriels pour les plus jeunes, notamment, et parce qu'il va y avoir une vraie crise de conscience aussi autour de l'enjeu environnemental que représentent des avions, enfin les bateaux, les véhicules traditionnels. Et donc, il va falloir aussi se préoccuper de l'attractivité. Alors, dans les modes de fonctionnement, ça c'est, je dirais, classiquement ce sur quoi on peut travailler, donc la flexibilité des postes de travail, pour donner un exemple. Mais il va falloir aller au-delà, autour du sens aussi que on pourra donner aux plus jeunes, bien évidemment, et à tous ceux qui vont venir chercher des emplois dans l'industrie. Un point qui me paraît important, c'est également le handicap et l'inclusion du handicap dans les emplois industriels. Et parce que les capacités qu'on a aujourd'hui, que ce soit technologique, que ce soit d'expertise en termes de suivi de production, nous permettent d'avoir des réponses qui sont complètement adaptées pour les personnels handicapés et pour leur permettre donc de contribuer également à la création de valeur dans l'industrie. Le troisième axe, on l'a appelé donc une industrie efficiente et innovante pour répondre aux enjeux de la compétitivité et de la concurrence. J'ai envie de dire que c'est peut-être le plus traditionnel si on regarde le développement de l'industrie, c'est-à-dire que quels que soient les problèmes auxquels on va faire face, aujourd'hui on réalise que l'ensemble des territoires, l'ensemble des entreprises vont y faire face. Et donc l'objectif, évidemment, ça va être d'aller plus vite que les autres pour trouver des solutions qui vont répondre aux différentes problématiques et donc qui vont permettre de gagner, je dirais, cette grande compétition industrielle et économique. Alors là, les points, je pense, les plus marquants, ça va être l'intégration des technologies déjà existantes, et notamment du numérique, mais ça peut être aussi, bien sûr, des technologies comme la robotisation, la robotisation, donc le composite, l'intégration du composite, l'utilisation de technologies comme la fabrication additive, pour donner cet exemple-là. Il va falloir se servir du numérique également pour adapter les méthodes de travail. Alors, pour répondre aussi aux attentes, par exemple, sur le télétravail, puisque je pense que ça, c'est une méthode de travail qui va être de plus en plus usitée. Alors, une méthode de travail qui va nous permettre, en plus bien évidemment, de diminuer l'impact, je dirais, de la pollution, puisqu'on se servira moins des véhicules, etc., mais qui permettra également de changer la vision qu'on peut avoir des territoires et donc d'habiter plus loin de son lieu de travail. Donc il y a des modèles qu'il va falloir trouver. Voilà. Un point sur cette compétitivité, cette concurrence, elle s'applique aux entreprises, mais elle va aussi s'appliquer au territoire. Une région comme la région Pays de la Loire, aujourd'hui, fait face à d'autres régions
alors française, européenne et mondiale, je dirais, dans ce domaine de l'aéronautique. Il va donc falloir aussi que le territoire puisse se positionner et faire en sorte qu'on puisse attirer les talents, attirer les investissements et faire en sorte que notre territoire se démarque. La proposition du pôle pour ça, c'est toujours la même, à savoir valoriser le travail qu'on peut faire sur les technologies et les procédés de production, puisque c'est au cœur, je dirais, de nos problématiques de pôle de compétitivité, mais c'est également au cœur des problématiques de nos partenaires académiques et industriels. Le quatrième axe, c'est une industrie résolument collaborative et solidaire. Ce point-là est important puisque collaborative et solidaire, pour moi, c'est le lien que l'entreprise doit faire avec sa filière et avec son territoire. Aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer qu'une entreprise puisse se développer sans avoir une relation forte avec ses partenaires, ses sous-traitants, ses donneurs d'ordre au sein d'une même filière, mais également avec ses partenaires et les acteurs des territoires. Ces aspects-là peuvent évidemment concerner également les collectivités locales, avec des visions qui sont des visions d'aménagement du territoire. Typiquement, sur une région comme la nôtre, ça va être difficile de poursuivre un développement si l'ensemble des entreprises sont localisées au même endroit et que d'autres territoires sont laissés en déshérence. Donc évidemment, on a une métropole régionale, mais comment on arrive à organiser je dirais la répartition de l'industrie pour que chaque territoire puisse en bénéficier, ce qui évidemment après pose des questions sur les transports et qui pose évidemment des questions sur les formations et notamment les formations supérieures. Voilà. Donc il y a une notion d'écosystème qui est extrêmement importante, très fortement liée au territoire, et il y a également des sujets sur lesquels il va falloir peut-être expérimenter et je dirais, imaginer de nouvelles solutions autour de l'économie circulaire et des circuits courts. Donc évidemment, ça ne va pas toujours de soi. La sous-traitance pour des industries importantes comme Airbus sont souvent des décisions qui se prennent ailleurs. Comment faire en sorte pour que les décisions puissent permettre à certaines entreprises locales qui ont des véritables technologies, qui ont une vraie capacité d'innovation, à intégrer les supply chains de ces grands groupes. Évidemment, les circuits courts, l'économie circulaire concerne également des sujets comme le recyclage, par exemple. Donc, notre proposition, c'est de creuser dans cette direction-là. Le dernier point, c'est une industrie stratégique pour répondre aux enjeux de souveraineté. C'est probablement celui le plus nouveau, j'ai envie de dire, dans le concert là, des prises de position auxquelles on a pu assister là, depuis quelques mois, et qui porte sur la limitation des risques de dépendance technologique et industrielle. Donc, comme je le disais, quelles sont les technologies qu'on a absolument besoin de maîtriser pour pouvoir continuer de produire ce qui est nécessaire au développement harmonieux de notre pays. Un point qui a été notable, c'est que c'est le ministère de la Défense qui s'est occupé de l'appel à projet lié au Covid, dont le pôle EMC2 s'est occupé sur notre territoire, ce qui veut bien dire que tous les aspects stratégiques ne sont pas liés que à des problématiques militaires ou à une industrie de défense. La souveraineté aujourd'hui, c'est bien d'une manière globale qu'il faut la percevoir. Voilà. Donc cette industrie stratégique, il faut la comprendre aussi en ayant cette perception, j'ai envie de dire, des technologies clés pour notre territoire. Alors, les technologies clés, j'emploie ce terme à dessein, puisque c'était une des
une des opérations du ministère de l'Industrie et de l'Économie à une certaine époque pour savoir quelles étaient les technologies sur lesquelles il allait falloir travailler. Et donc, je pense qu'il faut reprendre cet exercice pour déterminer les technologies qu'il va falloir maîtriser, même si, évidemment, ces technologies existent par ailleurs sur d'autres pays ou sur d'autres territoires au niveau européen, au niveau international. Voilà, donc il y a des priorités qu'il va falloir avoir et du coup, il va falloir que notre territoire puisse aussi être force de proposition sur les relocalisations industrielles. Alors, c'est un terme qu'on emploie peut-être très rapidement aujourd'hui, puisque évidemment, ça va pas être si simple que ça. On a vu dernièrement, là, dans le cas de Renault, que l'exercice, enfin dans le cas de l'automobile, on va dire de manière générale, que l'exercice n'était pas si évident que ça. Donc il va y avoir un travail un petit peu plus pointu à faire pour définir quelles sont ces industries sur lesquelles on va pouvoir aller chercher peut-être des relais de production sur nos territoires. Voilà, donc ce sont les cinq grands axes sur lesquels on a travaillé. On a mis le manifeste en téléchargement libre sur notre site internet. Donc vous avez le lien alors en visuel devant vous. Nous avons également ouvert une page pour pouvoir remonter les idées de projets pour la phase opérationnelle. Aujourd'hui, nous avons à peu près une cinquantaine de signataires de ce manifeste. Donc moi, je vous engage bien évidemment à vous inscrire. L'inscription et la mention que vous souhaitez vous engager nous permet de vous comptabiliser dans les signataires. Les idées que nous avons fait remonter jusqu'à présent nous ont servi pour faire des remontées à la région dans le cadre du plan de relance. Mais bien évidemment, les idées ne vont pas s'arrêter avec ce plan de relance. Et donc, n'hésitez pas à nous remonter vos idées pour structurer notre phase opérationnelle.